Alors bonjour à tous de Russie où je suis pour quelques jours. Je suis à Moscou euh, et je dois dire que comme d'habitude je suis très impressionné par la résilience de la Russie et sa capacité à essayer en tout cas de créer une cohésion avec des pays entre guillemets non alignés. Donc je fais une réunion où il y a 4000 participants, en fait ils en espéraient 2000. 4000 participants essentiellement d'Afrique, d'Asie, donc Chine, mais pas que, et d'anciennes républiques soviétiques, évidemment très peu ou pas du tout d'Américains, j'en ai pas vu, très peu d'Européens. Je pensais croiser des Espagnols ou des Portugais, ou non, en fait les personnes qui viennent de ces pays-là, en principe, enfin ceux que j'ai vus sont des Russes qui sont devenus souvent résidents là-bas et qui, d'une certaine manière, reviennent maintenant en Russie. Donc derrière moi, vous avez une vue vraiment assez spectaculaire de Moscou. Je dois avouer, j'ai beaucoup de chance d'être speaker à cette réunion. Et les Russes m'ont donné une chambre absolument magnifique puisque je suis au dernier étage de l'hôtel. Et une chambre d'angle avec une double vue sur un peu enfin, ce qu'il y a de plus beau à Moscou. Donc c'est très compliqué Internet hein, parce que je suis pas un adepte des VPN, donc j'espère que la vidéo va passer. A priori ça fonctionne à peu près bien, ça reste compliqué. Pareil avec Substack, donc il est possible qu'il me faille que je ne puisse pas poster pour les 3 jours qui viennent. Je vais essayer plus tard dans la nuit. Parfois, pour une raison qui m'échappe, pendant 1 heure, j'ai Internet sans limite. Et puis d'un seul coup, en fait, tous les sites sont bloqués, rien ne fonctionne. Voilà, en tout cas, passez une bonne vidéo. Il y aura des suites avec Karl. Il y a beaucoup de sujets, hein, évidemment. L'assassinat de Charlie Kirk qui n'en finit pas de révéler des empreintes possibles qui ramènent toujours au même usual suspect, hein, mais qu'évidemment il ne faut pas nommer, il ne faut jamais nommer. Mais qui se sent d'ailleurs tellement visé, Netanyahou, qui passe son temps à dire qu'évidemment c'est pas lui. Mais pas que ça, hein, Gaza, le génocide qui continue, et ceux qui disent qu'il y a un génocide qui sont traités de tous les noms, le fait que l'Iran est sanctionné, mais qu'Israël n'est jamais sanctionné. Alors imaginez si l'Iran faisait à un petit voisin ce qu'Israël fait aux Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, aux Libanais, aux Syriens, aux Irakiens, etc. Enfin bref, c'est vraiment le monde de l'inversion, le monde à l'envers. Bon, je pense que Trump montre de plus en plus son vrai visage, malheureusement, parce que quand on voit la manière avec laquelle le FBI travaille hein, sur dossier Epstein, dossier Kirk, etc., on se dit qu'on n'est véritablement pas sorti de l'auberge. En tout cas, ce n'est pas les Américains qui nous sortiront de l'auberge, au contraire. Et puis les 6 milliards d'armes qu'il veut rapidement donner aux Israéliens qui veulent refaire un stock suffisant pour attaquer à nouveau de façon très massive à la fois le Yémen et l'Iran, montre bien dans quelle direction on va. Et les pays arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui finalement n'ont absolument pas réagi à ce qui s'était passé. C'était prévisible de toute façon, mais maintenant, pour ceux qui en doutaient, c'est évident. Voilà, donc bonne vidéo, abonnez-vous à ma lettre Substack, vraiment je dis avec une forme d'insistance, parce que vous ne regretterez pas ce que vous allez y trouver, ce que vous allez y lire. Dans 15 jours, je repars marcher une quinzaine de jours
avant le procès intenté contre moi et d'autres par Brigitte Macron. Ça aussi, c'est une affaire dont il faudra continuer à pas parler sous la forme avec laquelle il nous invite à en parler, puisque vous savez, moi, ce qui me préoccupe, c'est pas les questions de genre ou autre, c'est vraiment les questions liées à l'eschatologie. Et ça, eux, donnent une lecture véritablement probante de tout ça. Enfin voilà, j'ai l'impression d'avoir une chance folle, d'avoir cette vue, d'être ici, de pouvoir voir réellement ce qui se passe en Russie. Vous voyez, c'est pas du tout un pays qui est à genoux. Je vous montrerai d'autres images ce soir. C'est magnifique, c'est propre, la circulation est vraiment raisonnable. Alors évidemment, il y a des axes qui sont beaucoup plus encombrés que d'autres. Là, on est en fin d'après-midi, donc ça va commencer à être de plus en plus encombré. Mais comme c'est le week-end, par opposition à la semaine, il y a moins de monde parce que les gens utilisent plus les transports en commun, ou comme dans beaucoup de grandes villes, les moscovites essaient de s'éloigner de Moscou, en tout cas du centre de Moscou, pendant les week-ends. Et demain, ce sera encore plus calme. Voilà, donc ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte sur la Russie. D'une façon générale, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Et voilà, ici, en fait, je vais parler d'éducation. Et aujourd'hui, je leur ai demandé l'autorisation de faire un discours beaucoup plus politique que ce qui était prévu. Au début, j'avais l'intention de faire quelque chose d'assez pédagogique, d'assez consensuel, d'assez diplomatique, puisque c'est l'esprit de ce genre de réunion internationale. Mais entre il y a 4 mois, le moment où ils m'ont invité, et aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses que j'ai l'impression qu'on ne peut plus véritablement... Enfin, on ne pouvait pas déjà à l'époque, mais moi, en tout cas, je ne peux pas faire semblant d'avoir un discours lénifiant sur un sujet aussi crucial que la manière avec laquelle on prépare les enfants, mais pas que, au monde qu'on leur laisse, et qui est vraiment pas dans un état glorieux. Voilà, bonne vidéo. Abonnez-vous à mon Substack, et je sais que certains d'entre vous n'osent pas s'abonner à Substack mais ont PayPal, donc n'hésitez pas à faire des dons sur PayPal, même si vous donnez 1, 2, 3 euros, eh bien c'est toujours formidable, d'une part parce que j'ai l'impression que vous valorisez mon travail, et donc l'adresse PayPal où vous pouvez faire un don, c'est newsletter@55lecampanile.com. newsletter@55lecampanile.com. Ça va s'afficher sous la vidéo en grand. Donc, quel que soit le montant, 1, 2, 3 euros, ponctuel ou récurrent. Mais voilà, d'une part, j'en ai besoin. Et parce qu'évidemment, ce genre de conférence, tout ça, c'est toujours gratuit et bénévole. Hein. Même si je suis dans un hôtel sans doute très coûteux, je touche pas un centime. Voilà, donc je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bonne vidéo. Bertrand, salut. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai la chance d'être à Moscou, qui est une ville que j'aime beaucoup. Et peut-être avant de commencer à parler de tous les sujets, je vais vous montrer d'une part ce qu'on voit de la fenêtre de ma chambre, et puis vous parler un peu de l'évolution, puisqu'en fait moi j'étais pas venu en Russie depuis début 2022. Donc la dernière fois que je suis venu, je pense que c'était en janvier 2022. Juste avant le début de l'opération spéciale. Avant, je venais relativement, pas souvent, mais j'étais allé régulièrement à Moscou. Et donc, je pourrais vous parler un peu des changements que j'observe, et surtout de la raison pour laquelle je suis en Russie. Donc sans plus tarder,
Montre-nous Alors un là, peu de ta vue de ta chambre d'hôtel. Oui. voilà. Alors là, je vous parle depuis ma chambre d'hôtel. Alors déjà, je vais vous montrer la chambre d'hôtel. Donc comme vous voyez, il y a un bureau, téléphone. C'est très beau. C'est vraiment une super belle chambre d'hôtel. Euh, donc c'est un hôtel qui est dans le centre de Moscou. Donc juste pour donner une idée, je pense qu'on se fait beaucoup d'idées. Alors vous voyez, il y a tous les petits produits, shower cap, cosmétique set, savon, shaving kit. Ils mettent même tout ce qui est brosse à dents au cas où. Donc j'ai deux peignoirs, des chaussons. Alors de l'autre côté, parce que je suis, comme vous voyez, au bord de l'eau. Ouais. Et alors, je peux vous dire, parce qu'on parle souvent de la Seine, la Seine est dégueulasse. Ici, l'eau, elle est transparente. On voit au travers, on voit quasiment jusqu'au fond. On est vraiment au centre de Moscou. Donc, de l'autre côté, c'est un hôtel Radisson. Donc, c'est un des hôtels très, très chics de Moscou. Moi-même, je suis dans un hôtel très chic. Au loin, là-bas, on voit le ministère des Affaires étrangères, un grand bâtiment, mais je ne sais pas si vous pouvez voir. Oui, on Mais voit très vous voyez, bien en ce moment. ici, en fait, en bas, la circulation, elle est assez calme. Mais si vous regardez là-bas, c'est déjà plus agité. Mais en fait, Moscou, il y a énormément de possibilités de se déplacer en transport en commun. Il y a beaucoup de métro et énormément de taxis. C'est beaucoup moins cher que chez nous. Beaucoup de grues, beaucoup de projets de construction. Vous voyez au bord de l'eau, donc ici c'est un endroit de réception avec des dîners, cette très grosse péniche. Et en fait, il y a plein de péniches pour les touristes parce qu'il y a des touristes qui viennent du monde entier. Et il y a même des plus petites péniches que les gens peuvent réserver pour faire des soirées, pour danser, etc., qui sont comme des petits hublots. Et ça fonctionne toute l'année. Mais surtout, l'eau est incroyablement propre. Donc, elle est très froide. Alors, on se rend vraiment pas compte d'ici. Mais si à une autre occasion ou d'ici demain, on se reparle, je vous montrerai des images au bord de l'eau. Donc, Bertrand, je suis à ta disposition en fin de semaine. J'ai tout libéré là, pour faire des émissions. Donc, si tu veux revenir dans le coin de la fin de semaine, ça va me faire plaisir. donc vous voyez les gratte-ciel, donc qui sont récents. Là, c'est des projets de rénovation. Alors, ce que vous voyez pas, c'est en bas, il y a plein d'eau, des parcs tout verts. Donc, ils rénovent des maisons anciennes. Ici, il y a comme un club avec une piscine. Donc, voilà, il y a beaucoup de projets. Moscou, c'est une ville complètement vibrante, très moderne. Et donc, voilà, ça déjà, c'était pour sortir un peu tu vois, de l'idée standard. Euh, et surtout, en fait, je suis invité. Donc, vous voyez dans quelles conditions on m'a invité. C'est un hôtel vraiment sublime. Je pense que vous avez vu la chambre, la vue. Je suis au dernier étage, donc j'ai un angle sur le fleuve et sur les monuments un peu caractéristiques de Moscou, dans le centre de Moscou. Et en bas, il y a donc un événement pour lequel je suis un des speakers en fait. Donc je vais parler dans l'après-midi et demain. Il y a des gens de plus de 140 pays. Donc je ne sais pas si vous imaginez, il y a plus de 2000 participants. Il y a plus de 300 ce qu'ils appellent des invités distingués. Donc les invités distingués, c'est
d'anciens présidents, d'anciens premiers ministres, des ministres importants, des personnes du clergé orthodoxe, alors énormément de monde, évidemment, des anciennes républiques soviétiques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la présence des pays arabes. Alors évidemment, j'étais pas surpris de voir beaucoup d'Asiatiques, mais c'est la présence massive de gens des pays d'Arabes en tenue traditionnelle. Il y a beaucoup de gens qui sont là véritablement en représentation parce que tu as une gradation en fait. Les les personnalités distinguées, donc ça c'est vraiment les personnalités de très haut rang. Ensuite, tu as les invités d'honneur, donc tu vas avoir des gens qui sont des médias, des écrivains, etc. Bon, bah, tu as des speakers, donc c'est très impressionnant, hein. Les speakers, c'est des présidents d'universités quasiment du monde entier. Parce que le thème principal, c'est l'éducation, l'importance de l'éducation. Et donc, ils abordent ça sous beaucoup d'angles. Tu sais, c'est une des grosses préoccupations de Vladimir Poutine. C'est comment remettre des valeurs, remettre des racines, raconter autre chose que des balivernes aux enfants dans les livres de classe. D'ailleurs, Poutine, alors pas en introduction de cet événement, même si on s'attend à des visites, enfin les personnes disent qu'il va y avoir des visiteurs importants en fait qui vont venir justement à 2h30 pour le discours introductif, même si ça a commencé depuis ce matin. Mais il a beaucoup parlé de la présence de Soros en Russie pour transformer les livres scolaires pendant les années 90 sous Yeltsin. Et il explique qu'en fait, quand pendant une période aussi longue que 10 ans, eh bien, tu as un impact si fort de gens aussi nuisibles dans toute la littérature scolaire et universitaire, c'est très très difficile de sortir en fait. Parce qu'une période de 10 ans, ça influence considérablement les professeurs qui vont utiliser le matériel et ils deviennent véritablement endoctrinés. Et évidemment, tu peux pas changer tout le personnel de l'éducation nationale. Donc, tu vas te retrouver avec une période compliquée qui peut durer jusqu'à 30-40 ans pour soigner une période de 10 ans d'empoisonnement, entre guillemets. Donc, on voit toutes les difficultés auxquelles, tu vois, un pays qui essaie de se libérer de ce marécage. Et là, je parle juste de l'éducation. Parce que tu as la même chose dans le système financier, tu as la même chose dans les entreprises. Parce que la plupart des entreprises, dès que ton pays s'ouvre, sont entre les mains, directement ou indirectement, de grands fonds d'investissement internationaux, de grandes banques qui leur prêtent de l'argent et qui les tiennent par la gorge. C'est vrai dans les médias, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai partout. Donc en fait, la liberté n'existe pas. On va l'évoquer avec Charlie Kirk, mais tu vois, son organisation, malheureusement, n'était pas libre. Il a essayé, semble-t-il, de se libérer petit à petit, ou en tout cas de refuser un certain nombre de compromissions. Eh bien, coïncidence ou pas, ça n'a pas réussi. Et depuis, eh bien, on voit que tout ce qu'il avait créé retourne, entre guillemets, dans le droit chemin des financiers à une vitesse grand V. Donc, on voit à qui profite le crime. On ne sait pas qui a commis le crime, mais on voit qui a su immédiatement remettre les choses dans l'ordre qui les intéressait. Donc ça, c'est pour cet événement. Véritablement, c'est très, très impressionnant. Tu vois, tu as des Brésiliens, des Argentins, des Vénézuéliens, beaucoup d'Africains, énormément d'Africains. Alors, plus Afrique anglophone qu'Afrique francophone, mais ça doit être très lié aux BRICS. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'Algériens aussi, mais j'en ai pas vu encore. Mais je pense qu'il doit y avoir. Je sais qu'on n'est pas beaucoup de francophones.
dans les speakers. Je crois que je suis un des seuls Français. Et voilà pourquoi les francophones n'ont pas voulu participer à ça, parce que c'est un thème, tu vois, l'éducation, ça devrait préoccuper tout le monde, peu importe le lieu où on est invité pour en parler, puisque la clé, c'est l'avenir des enfants. Et donc, on voit bien que les Russes, en fait, organisent et financent des événements très importants pour parler de l'éducation, de l'avenir des enfants, de l'avenir des sociétés, alors que à Gaza, en Palestine, eh bien, il y a le pays qui est le plus soutenu entre guillemets par entre guillemets les ennemis de la Russie, qui lui commet un génocide dans lequel quotidiennement il y a des centaines d'enfants qui sont tués. Et d'ailleurs, je pense que le comptage n'est quasiment plus possible avec ce qui est en train de se passer à Gaza City, puisque les informations que je lis et que j'entends, c'est des milliers d'explosions toutes les nuits, de bâtiments détruits, d'installations, d'infrastructures. En fait, tout ce qui était déjà endommagé maintenant est complètement détruit. Complètement détruit. Les gens sont sur les routes sans rien. La plupart peuvent même pas partir avec un matelas. C'est-à-dire là où ils vont arriver, ils n'ont pas de matelas pour dormir à peu près confortablement. Et évidemment, t'imagines que leur préoccupation, c'est d'avoir des vivres et de l'eau plus que des matelas. Donc c'est une vie horrible. Je pense que dans l'histoire, il y a eu aucun peuple, aucun, qui a eu à subir pendant 2 ans ce que les Palestiniens subissent. Mais ils le subissent pas que depuis 2 ans. Ils le subissent depuis bien plus longtemps, mais depuis 2 ans, ça s'est accéléré. Et surtout depuis 2 ans, c'est impossible pour 100% des habitants de la Terre de ne pas savoir ce qui se passe à Gaza. Privation de nourriture, privation d'eau, plus d'école pour les enfants, plus de loisirs pour les enfants, plus d'horizons pour les enfants, souvent plus de parents pour les enfants, souvent des frères et sœurs et eux-mêmes amputés. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai observé pendant les quelques sessions auxquelles j'ai participé que beaucoup de personnes évoquent d'une manière ou d'une autre leurs préoccupations pour Gaza. En tout cas, ici, c'est central. Donc même si c'est pas forcément au cœur de tous les discours des politiques quand on les voit à la télé, parce que le monde est tellement à feu et à sang que tu vois, mais Gaza est dans toutes les têtes. Véritablement, Gaza est dans toutes les têtes. Les gens sentent bien qu'il y a une rupture qui est en train de se passer au niveau de l'humanité qui sera éternelle, qui pourrait l'être. Parce que dans le programme que tu as prévu aujourd'hui, tout ce que tu évoques nous ramène d'une manière ou d'une autre à Gaza. Tu vois, hier, il y a eu une décision aux Nations Unies et les pays ont eu aucun problème pour sanctionner l'Iran. L'Iran n'a jamais attaqué personne depuis plus de 500 ans. Ils ont été attaqués, ils se sont défendus, par exemple face à l'Irak. Mais l'Iran n'est pas un pays qui attaque. Comme la Chine qui s'est défendue pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais la Chine n'attaque pas. Ils sont jamais liés à des opérations de terrorisme. Ils ne sont jamais liés à des violences dans les pays où ils s'installent. Jamais. Et pourtant, ce pays est diabolisé. Tu vois, il y a des pays qui statistiquement, on voit qu'ils sont source de beaucoup de problèmes. Où qu'ils aillent, depuis la nuit des temps. Mais bizarrement, c'est l'Iran qu'il faut sanctionner. Alors, heureusement, la Chine et la Russie ont immédiatement dit que eux n'appliqueraient pas les sanctions. Mais c'est très compliqué parce que les sanctions avec les Américains, ça donne des sanctions secondaires. Donc, de toute façon, beaucoup de sociétés, beaucoup de banques n'auront pas beaucoup le choix, en fait. Donc, c'est une douleur permanente. Par ailleurs, les chefs, un chef de l'armée israélienne, du programme d'armement ou je sais pas quoi, expliquait que d'une part, ils allaient rentrer dans une phase 2 ou 3 pour le Yémen et l'Iran,
Et je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent, ils sont attentifs à l'actualité. Tout ça se passe à un moment où Trump va faire voter, en plus des dizaines de milliards d'armements déjà votés chaque année pour Israël, 6 milliards en plus. Je ne sais pas si vous réalisez 6 milliards d'armements, ce que ça peut représenter en bombes, ce que ça peut représenter en moyens de destruction de l'Iran et du Yémen. Le deuxième port principal du Yémen est quasiment détruit. Le premier était déjà fortement endommagé. Donc le Yémen, c'est un pays qui perd une par une ses infrastructures, comme si c'était normal en fait, de façon parce qu'ils n'ont pas le moyen de se défendre. Si tu veux, ils envoient effectivement quelques drones et quelques missiles, mais qu'est-ce que tu peux faire contre des dizaines d'avions plus ou moins furtifs qui viennent bombarder et envoyer des dizaines de missiles? Exactement ce qui s'est passé sur l'Iran. Et donc l'Iran, qui est non seulement sanctionné, mais qui est bombardé. Et ceux qui les ont bombardés de façon totalement illégale ne sont jamais sanctionnés. Parce qu'en fait, il y a un truc très vicieux qui s'est passé sur l'Iran. C'est-à-dire que le mécanisme de sanction qui s'impose à l'Iran, bizarrement s'impose à la majorité, il n'y a pas de possibilité de veto. Parce qu'au moment où ces mécanismes avaient été mis en place, à l'époque d'Obama, en fait, ils avaient fait des petites listes dans les règles du jeu qui faisaient qu'en fait, les décisions s'imposeraient à la majorité, qu'il n'y aurait pas de possibilité qu'un membre fasse le veto. Donc quand les Américains font un veto pour interdire l'État palestinien, ça s'impose à tout le monde. Quand les Américains font un veto pour ceci ou cela, ça s'impose à tout le monde. Mais les avocats, les consultants, etc. de l'Occident sont tellement vicieux et tellement malins qu'ils réussissent dans les négociations à mettre des pilules empoisonnées pour qu'en revanche, ce que eux feront s'imposera à tout le monde, à la majorité. Mais c'est marqué de façon où personne n'y voit rien. Donc les Russes et les Chinois disent que c'est illégal. N'empêche que, voilà, c'était quelque part écrit de façon suffisamment vague pour permettre cette exploitation et ce vote aux Nations Unies. Et les Iraniens se retrouvent encore une fois abandonnés. Ils ont tout respecté d'un bout à l'autre. Ils ont été bombardés et ils sont sanctionnés. C'est vraiment un sketch en fait. Parce que tout ce que les Iraniens ont fait dans le domaine nucléaire, tout, absolument tout était connu, était vérifié. Le fait qu'ils avaient des stocks d'uranium enrichi, les fameux 400 litres d'uranium enrichi, tout ça c'était connu de tout le monde, c'était accepté, c'était validé. Et là, quelques mois après que tout ça a été bombardé et détruit, les Européens disent « Ah bah finalement, on vient de réaliser que c'était pas légal. » On est désolé, on vous a dit ok, mais en fait, on avait oublié une clause qui disait que vous n'y aviez pas le droit. Donc vous n'avez pas respecté les choses. Et les Iraniens disent mais vous plaisantez, on en a parlé avec vous, on vous l'a dit, on vous l'a montré, on vous a dit où c'était stocké, comment c'était stocké, à quoi ça servait. Ah ouais, on sait, mais voilà, c'est pas bon. Bertrand, on va crever la pissette tout de suite, c'est le titre de l'émission. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'ils veulent qu'il y ait une révolution en Iran. C'est-à-dire ils veulent que les Iraniens souffrent tellement et en veulent à la fois à leurs dirigeants et à leurs alliés, parce que quelque part, ni la Chine ni la Russie ne sont capables de protéger les Iraniens de ça. Donc c'est très vicieux en fait. Les Occidentaux jouent vraiment comme le diable dans cette partie, mais le diable qui n'apparaît pas en fait, c'est les personnes, les peuples ne comprennent pas. Parce que tu as le grand sourire de Macron, qui encore une fois était le leader dans cette démarche. Bertrand, je veux qu'on revienne sur Soros qui semble être ciblé à Moscou. Il semble être un des sujets des participants là-bas. Et ici au Québec, avec la loi que Trump a fait adopter déclarant les antifas comme groupe terroriste. Ici au Québec, je ne sais pas en France,
mais ça risque de déstabiliser beaucoup, justement, les milieux d'éducation, essentiellement universitaires, où les ONG de Soros sont, ici au Québec, en tout cas, laissés libres de faire ce qu'ils veulent avec le milieu de l'éducation. Comment c'est traité en Russie? Je sais que le cas de la Hongrie, entre autres, où Orban a réglé le cas de Soros. Parle-moi un peu de ce sujet-là, ça m'intéresse beaucoup. Mais alors là, tu parles d'une question centrale. Les Russes sont plus préoccupés par la pédophilie, par le wokisme LGBTQ+, que par Soros. Et tu vois bien qu'aux États-Unis, quand ils attaquent Soros, les antifas, ils n'attaquent pas les pédophiles, ils n'attaquent pas réellement ceux qui dirigent en permanence, ceux qui font la pluie et le beau temps. En fait, ils donnent une distraction, tu sais, c'est comme les jeux du cirque. Parler des antifas, c'est pas traiter le problème. Le problème, c'est une société qui n'a plus aucune racine, dans laquelle on peut tuer les enfants, dans laquelle on peut violer les enfants, dans laquelle on peut prendre les embryons et les vendre des fortunes pour permettre à des personnes âgées d'essayer de vivre éternellement. Donc c'est tout ce qui est, tu sais, trafic de cellules souches, etc. Eh bien, les Russes, sur ces questions-là, eux, ça les préoccupe. Là, j'évoquais Soros pour parler de la découverte que les Russes font encore aujourd'hui, plus de 25 ans après les années Helsinki, à quel point les mots de 10 années d'éducation, d'infiltration de l'Occident, 10 années où ils faisaient ce qu'ils voulaient, ont des conséquences très longtemps après. Et Poutine évoquait les livres d'éducation et tout ce qui était l'histoire réécrite pendant cette période-là par ces personnes. Et ça a un impact, je répète, terrible sur cette génération-là. Mais beaucoup moins, si tu veux, les Russes ne rendent pas illégaux les mouvements politiques. Ils ne rendent pas illégal l'extrême droite ou l'extrême gauche. Les Russes, ce qui rend illégal, c'est les personnes qui travaillent pour une puissance étrangère pour déstabiliser la démocratie, pour déstabiliser les genres, pour déstabiliser l'usage qui est fait des enfants dans leur pays. C'est ça qui préoccupe les Russes. Quand Poutine annonce des lois pour interdire tout ce qui est LGBTQ+, il rentre sur la liste rouge, il dépasse la limite qui est impossible. Parce que pour détruire nos sociétés, il faut détruire les enfants. C'est la clé. C'est-à-dire que les gens qui veulent détruire le monde veulent détruire les enfants. Donc ils veulent qu'il n'y en ait plus, ou moins. Ils veulent qu'ils soient totalement débiles, dociles, facilement corruptibles, passionnés plus par, tu vois, les émissions débiles à la télé et les récits qui n'ont ni queue ni tête. Enfin, depuis le 11 septembre, on est rentré dans une époque où on nous raconte des trucs aberrants, des passeports retrouvés. Dans l'heure qui suit la chute de 2 tours, des passeports intacts retrouvés. Et ça passe. On nous explique que un petit truc est monté sur la Lune, est revenu de la Lune, il a déposé une Jeep lunaire, etc. Et ça passe. Et la dernière sur la liste, Bertrand, c'est celle d'il y a quelques jours, où j'ai entendu le message que l'armée israélienne demandait aux citoyens de Gaza City de quitter la ville pour leur sécurité. On vendait ça comme un acte de bonté
de demander à la population de quitter leur domicile, puis en sachant pas trop où on va les envoyer. Et ils ont présenté ça d'une façon très... Mais c'est leur habilité. Alors, ils n'ont pas dit que ça. Ils ont dit que si, malheureusement, des civils allaient être tués par ce que Israël faisait en détruisant des immeubles qui n'étaient plus dans un état habitable et que c'était mieux de les détruire, etc. Ils disent qu'en fait, le Hamas les retient de force. Et donc, le Hamas tire sur la population pour les empêcher de quitter la ville. Mais qui croit ça réellement? Pas mal de monde, manifestement, sinon ils ne le diraient pas. Mais surtout, de quel droit ils ont le droit de faire ça? Quelle est leur légitimité? Après 2 ans de destruction, de famine, d'assassinats ciblés, etc., quelle est la légitimité d'Israël de pouvoir proposer à la population palestinienne de lui venir en aide? Ces gens-là sont des génocidaires. Ils ont fait des crimes de guerre, ils ont fait des crimes contre l'humanité, et ce qu'ils sont en train de faire, c'est un nettoyage ethnique. Mais tout ça, de toute façon, est à l'intérieur d'un génocide. Et maintenant, on peut utiliser véritablement le mot avec moins de crainte, puisque ça a été validé par une commission indépendante de l'ONU, donc ça a été présenté de façon très officielle, et qui conclut qu'il y a réellement un génocide. Bon, enfin, ce qui est incroyable, c'est qu'il aurait fallu 2 ans pour arriver à cette conclusion, qui pour beaucoup était évidente depuis bien plus longtemps. Donc, Israël, de toute façon, ne s'en cache pas, certains ministres ne s'en cachent pas, certains militaires ne s'en cachent pas, et les milliards de livraisons d'armes qui arrivent en permanence des États-Unis, mais aussi d'Allemagne et d'ailleurs, montrent que tout le monde est solidaire. Je rappelle que des pays comme la France disent qu'ils vont reconnaître la Palestine, mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait pour les Palestiniens? Qu'est-ce qu'on dit pour les Palestiniens? C'est toujours le même discours. Oh, il y a des otages, il y a des familles qui souffrent, mais enfin, évidemment, il y a des otages et c'est horrible. Et depuis le début, je dis à quel point je trouve extrêmement bizarre cette stratégie d'otage, parce qu'on sait très bien que ça donne une image très négative de celui qui prend des otages. Je pense qu'on ne doit jamais utiliser le personnel civil dans une guerre. Je crois ça. Mais moi, je crois surtout, et ça a été de plus en plus démontré, que de toute façon, le Hamas ne prenait pas des décisions dans l'intérêt des Palestiniens, ils étaient complètement infiltrés pour prendre les décisions qui leur étaient dictées par Tel Aviv, en fait, y compris le 7 octobre. Bertrand, on va et tout ça, ça devient de plus en plus net, en fait. Il y a pratiquement aucune étude sérieuse qui n'arrive pas à cette conclusion. Bertrand, je voudrais pas te laisser partir. Je sais que tu es occupé, là, puis on va sûrement s'en reparler en fin de semaine. Je voulais pas te laisser partir sans parler de ce cas-là ici au Québec et au Canada. Une journaliste qui a été suspendue pour avoir dit ceci il y a quelques jours. Écoute bien ça. Expliquez-nous, Elisa, avant d'aller du côté arabe, comment se fait-il et comment expliquez-vous que les Américains ont tant de difficultés à prendre leur distance d'Israël, même dans les moments les plus difficiles? Ma compréhension et celle de plusieurs analystes ici aux États-Unis, c'est que ce sont les Israéliens, en fait, ce sont les Juifs qui financent beaucoup la politique américaine, les super PAC. Il y a vraiment une grande machine derrière, ce qui fait en sorte que ça devient très difficile pour les Américains de se détacher des positions d'Israël. C'est vraiment l'argent ici aux États-Unis. Les grandes villes sont dirigées par des Juifs. Hollywood est dirigé par des Juifs. Il y a vraiment, donc, vous savez, hier, moi, j'ai remarqué, j'ai écouté la soirée des Emmys et je m'attendais à ce que plusieurs artistes parlent publiquement de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu à peine 2 commentaires dans toute la soirée. Voilà. Bah, le problème, c'est que
que ce soit sur le fond et la forme, elle est allée un peu loin malheureusement. C'est-à-dire que il y a une véritable exaspération, c'est-à-dire toutes les personnes qui regardent, qui observent, voient bien qu'il y a des choses bizarres. Mais le fait d'utiliser le mot juif, c'est un piège énorme en fait. C'est-à-dire qu'on est dans un champ de mine. C'est-à-dire, quoi qu'on dise, on n'a pas le droit. C'est-à-dire, il y a des personnes, Netanyahou, ses ministres, un certain nombre de personnes peuvent absolument tout dire et n'importe quoi. Tous les mensonges par rapport aux Palestiniens, par rapport au fait que les enfants dès 4 ans sont des terroristes, par rapport au fait que l'armée a le droit de tuer parce que les pauvres, etc., etc., et qu'ils ne seront pas poursuivis, et c'est pareil avec les colons, et c'est pareil au Liban, où le cessez-le-feu n'est pas respecté uniquement par Israël, parce qu'Israël crée des notions de cessez-le-feu, mais qui est limité au cas qui les arrange. C'est-à-dire, ils ont le droit de continuer à tirer sur ce qui les met en danger. Et c'est exactement ce que tu évoquais tout à l'heure avec les Antifa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un syndicat ou un parti qui s'appelle Antifa, c'est quelque chose qui est très vague. Il y a beaucoup de gens qui se disent Antifa, sous-entendu antifasciste. Mais quelque part, tout le monde devrait être antifasciste. Enfin, tu le devrais l'être, je devrais l'être, on devrait tous l'être. Mais le problème, c'est que c'est devenu des termes, tu vois, comme antisémite. Tu colles ça, lui c'est un antifa. Alors avant c'était un honneur d'être contre, maintenant ça devient l'horreur. Tu es un fasciste, donc ça permet de te tuer. Tu sais, Charlie Kirk est un fasciste, donc c'est normal de le tuer. Le Pen était un fasciste, parce que je te rappelle que quand Le Pen est mort, il y a eu des millions de personnes qui étaient heureux, des millions de personnes, enfin des dizaines de milliers de personnes qui insultaient ceux qui pouvaient exprimer de la peine pour la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais là, bizarrement, c'était normal. Donc, en réalité, c'est toujours du deux poids, deux mesures. Tout est à géométrie variable. C'est-à-dire celui qui croit avoir le pouvoir, et j'insiste bien sur croit avoir le pouvoir, parce qu'en réalité, c'est les mêmes qui s'amusent de tout. Et c'est Macron, entre guillemets, ou ce que représente Macron qui s'amuse véritablement de tout, mais se marre de ces disputes. Parce que qu'est-ce qui se passe là, aux États-Unis? Donc il y a des gens qui ont pété les plombs avec ça, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et des gens comme cette journaliste qui voient un peu plus clair et qui disent il y a quand même quelque chose qui est très bizarre. Il y a une surreprésentation, il y a vraiment des questions qui méritent d'être posées mais qui ne peuvent pas être posées. Et le problème, c'est que des gens comme Charlie Kirk commençaient à poser toutes ces questions. Il avait commencé il y a 3 ans et il le posait de plus en plus parce qu'il était convoqué par des financiers qui lui faisaient comprendre qu'ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que Charlie Kirk était en train d'arrêter d'être évangéliste et il voulait devenir catholique. Exactement. Et ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé. Mais Charlie Kirk voulait devenir catholique avec tout ce que ça représente. Alors bon, en même temps, c'est un peu fou d'être catholique parce que, enfin, au sens vatican du terme, un peu comme Vance qui est devenu catholique, mais tu vois, entre les mains du Vatican actuel, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Néanmoins, je dois dire que pour la première fois, le pape François a fait un discours, enfin il a parlé pendant quelques secondes de Gaza, mais toujours sans utiliser les mots. Sans utiliser les mots, en restant dans une forme de diplomatie qui n'existe plus. Il n'y a plus de diplomatie quand un régime fait un génocide. Tu n'as plus de diplomatie. Tu peux plus transiger. Le même pays qui a fait des milliers d'attentats au Liban, qui a participé à la déstabilisation de la Syrie, qui maintenant est en train de s'assurer du découpage de la Syrie.
Parce qu'ils ne sont pas dans l'urgence, le régime Netanyahou. Ils avancent à petits pas et ils gagnent quelque chose. Et quelques mois plus tard, ils gagnent autre chose et ainsi de suite. Ils sont complètement... C'est comme avec le vaccin. On n'a pas tout de suite eu le pass vaccinal. C'est arrivé tout doucement. C'est comme la gestation pour autrui. Ça arrive tout doucement. Tu sais, le moment où l'enfant, le bébé, le fœtus devient un commerce, ça n'arrive pas d'un coup. Ça commence par le mariage pour tous. Puis, comme il y a des couples gays, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas la possibilité d'avoir un enfant, de faire un enfant, de ceci, de cela. Et tu y arrives. Et à chaque fois, c'est goutte à goutte, en fait. Ils prennent quelque chose qui a l'air de pas être beaucoup, mais qui crée un déclic, en fait, qui crée un loquet et qui va amener petit à petit à une dérive complète de la société. Et donc, j'en reviens aux Russes. Et les Russes sont partis de l'analyse que la clé, le plus important, c'est les enfants. Et donc, c'est protéger d'organisation. Est-ce que c'était le cas de l'organisation d'Epstein? Est-ce que, comme le disait très clairement Charlie Kirk, il y a des vraies questions entre Epstein et le Mossad? Il l'a dit, il l'a affirmé au cours des derniers mois, on ne peut plus clairement. Et lui était très choqué, et même il avait dit à Pam Bondi, dans une conférence, qu'il fallait que tous les dossiers sortent. Et quand Pam Bondi essayait de lui dire il n'y a rien, il se laissait pas faire. Il disait laissez-nous décider s'il n'y a rien. Montrez-nous et laissez-nous décider. Parce que je te rappelle qu'au début, Pam Bondi, elle disait j'ai le dossier, et elle avait pris des influenceurs et elle leur avait donné une partie du dossier. Et quand on avait regardé qui étaient les influenceurs qui avaient eu cette partie du dossier, c'était que des influenceurs très sionistes en fait. Donc ils l'avaient pas fait comme dans les Twitter Files. Ils n'ont pas pris des enquêteurs très sérieux, tu vois. Ils ont pris des gens très superficiels par rapport à ça. C'est pas des gens qui vont se mettre à des dizaines avec d'autres avocats d'investigation, des juristes, etc., comme ce qui a été fait avec les Twitter Files. Et on n'est qu'au début des Twitter Files. À mon avis, il y a d'autres choses qui vont sortir dans les mois ou les années qui viennent. On va suivre ça de très près, Bertrand. Mais la base, c'est ça. Évidemment, de ça découlent les problèmes d'immigration parce que si ta population, il y a une baisse de la natalité, il y a des gens qui vont justifier de faire venir des gens de l'étranger. Donc ça s'était passé après les guerres, puisqu'après les guerres, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient morts, il y avait beaucoup d'enfants qui n'étaient pas nés. Et donc pour reconstruire, il avait fallu faire venir beaucoup de monde. Donc c'était Espagne, Portugal, beaucoup de pays comme ça en fait. Tu sais, tu avais eu massivement en fait des gens qui étaient venus s'installer dans les pays qui avaient été plus ou moins détruits ou qui étaient en train d'avoir une force croissante, les 30 glorieuses. Donc on avait pillé ces pays-là entre guillemets de leur meilleur. Puis on a continué avec les pays africains. Après avoir pris leurs ressources, on a aussi pris leur meilleur. Puis ça a été industrialisé par des gens comme Soros, etc. Au point où on a créé des ghettos, entre guillemets. On a créé des lieux de frustration, des lieux de haine, des lieux de... Mais ceux qui sont là-dedans, ils sont bien plus victimes que nous. C'est nous qui avons fait en sorte que leur pays ne puisse jamais décoller. C'est nous qui avons fait en sorte que on contrôle leur monnaie, on contrôle leur route, on contrôle leur port, on contrôle... t'imagines, les États-Unis, ils obligent la Chine à vendre TikTok parce que ça les gêne. Dans tous les secteurs d'activité, s'ils sont pas contents, les boîtes privées qui possédaient des aéroports, des ports, ils se font virer et ils doivent vendre à tout petit prix. Mais en Afrique, on contrôle tout. C'était des boîtes comme Bolloré ou MSC ou autres qui contrôlent l'intégralité des ports, les chemins de fer, les hôpitaux, les universités. Parce que tout ça, c'est des choses qui se sont faites avec des financements
de la Banque mondiale ou autres, qu'on appelle des assassins économiques, qui ont permis de prendre le contrôle de ces pays-là. Moi, j'ai quelqu'un avec qui je suis en contact au Burkina Faso maintenant depuis 3 ans. D'ailleurs, il faut que je lui envoie de l'argent pour l'aider à payer les études de ses petits frères et sœurs. Parce que même si lui a un vrai job, là, il est devenu agriculteur, après avoir été quelqu'un qui vendait des maillots sportifs, et il essaie d'animer, tu vois, des blogs et une radio au Burkina Faso. C'est essentiellement pour ça que je l'aide. Eh bien, l'éducation est pas gratuite. Mais quand tu imagines que ça va coûter peut-être 100 € par enfant, mais personne ne peut payer ça en fait. Et donc tu as l'éducation qui n'est jamais accessible en fait. Ah oui. Et donc tu n'as pas d'ascenseur social. Et donc ils essayent évidemment de changer les gouvernements en question. Mais tu peux pas changer quelque chose qui a été empoisonné pour continuer à rendre ces pays esclaves. Donc les gens sont désœuvrés, ils sont analphabètes, c'est terrible. Ah oui. Et pas par volonté. Et les seuls lieux dans lesquels ils ont une éducation gratuite qui est accessible, c'est au travers de la religion musulmane. Ah, oui. Explique. Et après, ça peut être très bien infiltré de façon négative. Ouais. C'est ça qui... Mais souvent, l'infiltration, elle ne vient pas des musulmans, parce que les musulmans, c'est pas un peuple qui veut faire des terroristes, etc. C'est pas compatible avec leur religion. Même si peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent se disent que je suis un naïf, un con, etc. Non, non. Un jour, vous verrez que tout ce qui était infiltré pour pourrir toutes les religions, ça venait des mêmes qu'on peut étiqueter comme Khazars, adorateurs du diable, etc. Ils se sont infiltrés partout. J'ai fait des lettres très détaillées pour expliquer comment, par la Turquie, tu vois, des gens qui étaient issus de familles d'adorateurs du diable, babyloniennes, khazars, ont pris une fausse religion juive, talmudiste, puis se sont infiltrés dans la religion musulmane, puis au travers des sociétés secrètes se sont infiltrés, tu vois, avec les Illuminati, ont pris le contrôle des banques, ont créé la franc-maçonnerie, etc. Ou en tout cas, l'ont transformé en des outils toujours au service de détruire l'humanité. Mais pas au service, et c'est là la grande erreur, je pense. Alors, peut-être que je me trompe complètement, hein, mais c'est pas au service d'une religion, c'est pas au service d'une secte, c'est véritablement au service du diable. On est dans une guerre du bien contre le mal sur Terre, et qui trouve les mêmes, la même manière d'être observé, que tu sois en Inde, que tu sois en Amérique du Sud, quelles que soient tes croyances ancestrales millénaires, on arrive aujourd'hui à un moment de rupture, en fait, véritablement un moment de révélation, ce qui est très bien dit par Saint Jean dans l'Apocalypse, mais c'est dit également dans beaucoup d'écrits dont moi je suis pas expert, mais je discute parfois avec des gens qui connaissent très très bien, et on est dans ce moment de fin d'un cycle des temps, entre guillemets, mais qui correspond à une bataille eschatologique. Et il y a des gens qui sont les instruments de cette bataille, mais parce qu'ils sont en fait ils sont pris, ils sont complètement envoûtés, ils sont créés, ils n'existent que dans et par le mal. Tu sais, pour tirer dans les balles, avec des balles ou avec des drones sur des enfants qui jouent sur une plage, pour assoiffer une population, pour faire ce qui est fait aux civils palestiniens, on voit bien que c'est pas des terroristes. C'est des gens qui essaient juste de partir avec un minimum de baluchons, avec un minimum, tu vois, de souvenirs. Dans ce pays, enfin, on peut même pas parler de pays en ce moment. Il n'y a plus d'archives, il n'y a plus rien. Il n'existe plus. Souvent, ils n'ont même pas pu conserver leurs papiers. Il n'existe plus. Je vais vous dire un truc très très important.
mais vraiment hyper important. Et je le posterai dès que je pourrai reposter, parce qu'en fait, la plupart des sites internet, X et tout, ne fonctionnent pas depuis Moscou. Donc, je ne peux pas faire la plupart des choses que je fais d'habitude. Charlie Kirk, on ne peut pas dire que c'est un fan des Palestiniens. Non. Au moment du 7 octobre, Charlie Kirk dit très précisément, comme énormément de personnes, qu'il y a 2 500 000 habitants à Gaza. On peut l'écouter, moi j'ai l'extrait. C'est une émission qu'on trouve moins parce qu'elle a été censurée de beaucoup de sites, mais il se pose des questions sur le 7 octobre et il parle de 2 500 000 habitants. Depuis, des gens véritablement que je considère peu respectables, certains avec qui je me suis disputé, ont commencé à faire dériver ce chiffre en disant non, avant le 7 octobre, il y avait 2,4 millions. Puis ils ont dit il y avait 2,3 millions. Puis maintenant, ils disent qu'il y a 2,2 millions. Et en fait, d'abord, on ne saura jamais précisément combien ont survécu, puisque on ne sait même pas ce qui va se passer dans les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Mais le vrai chiffre qui était connu, c'était 2,5 millions. Mais il y a une machine de propagande qui s'assure que petit à petit, il y a de plus en plus d'émissions de personnes qui utilisent le chiffre de 2,3 millions ou de 2,2 millions. Je dis ça parce que Trump, il y a quelques mois, quand il avait été élu, au moment où il y avait eu le cessez-le-feu, lui avait dit qu'il resterait environ 1,6 million, 1,7 million personnes à Gaza. Et j'avais fait, j'en avais parlé à l'époque, j'avais dit donc, on est bien compatible avec les chiffres du Lancet et d'autres études qui parlent de 700 000 morts et disparus. Alors ça me paraît être un chiffre très élevé, mais c'est un chiffre que tu retrouves de plus en plus souvent, mais qui n'est compatible qu'avec 2,5 millions, mais comme il n'y a plus d'archives, tu sais, des naissances, des morts, etc., ce travail ne pourra pas être fait parce que, au fur et à mesure, l'armée israélienne a détruit tous les lieux d'archives. Et quand on connaît l'importance, tu vois, de l'absence d'archives, quand tu as imposé des chiffres comme 6 millions et autres, mais de l'absence d'archives, quand tu vas imposer un chiffre comme 50 000 ou 60 000 morts, alors que la réalité est très différente, tu vois, entre guillemets, qui va imposer un narratif et des chiffres. Je ne dis pas que les deux sont faux, je ne dis pas que l'un est faux, je dis juste qu'il y a des personnes qui ont bien retenu au fur et à mesure toutes les leçons de l'histoire et qui savent anticiper parfaitement comment mettre un poison dans la tête des gens. Et j'étais vraiment content d'entendre Charlie Kirk dans cette émission où il parle du 7 octobre. Je vous invite tous à la rechercher. Il est invité dans la foulée du 7 octobre et il évoque ça. Il évoque aussi les immenses manifestations qui se passent en Israël parce que Netanyahou est soupçonné de vraiment vouloir d'être un dictateur et de changer la constitution dans son intérêt et dans l'intérêt des colonialistes, en fait, des gens de l'extrême droite. Finalement, il a réussi à faire tout ça. Mais il dit le chiffre 2,5 millions parce que c'était le chiffre. Mais ce chiffre a quasiment disparu, en fait. Ah oui, et je le répète, il faut vraiment ne pas laisser les gens vous dire non, mais c'était 2,3 millions. Non. C'était plus de 2,5 millions. Les chiffres qui étaient évoqués, généralement, c'était 2,5 millions, 2,550 millions, etc. Et après, ça a baissé. Et bientôt, on nous dira qu'il n'y a plus que 2 millions ou 1,8 million, mais en faisant croire qu'en fait, non, mais c'était pas 2,2 millions, c'était 2,1 millions et il y a 2 millions, mais il y a eu 60 000 morts et 40 000 qui sont partis, qui ont pu fuir et aller ailleurs. Mais en réalité, ce que les gens ignorent, il y en a beaucoup qui disent, mais pourquoi ils ne sont pas accueillis dans les autres pays? D'abord, il n'y a aucune frontière ouverte pour les Palestiniens, aucune. Quand l'Égypte avait voulu ouvrir Rafah, ça avait été bombardé. Donc comment voulez-vous que des gens puissent sortir, puisqu'évidemment Israël dira « Ah non, mais c'est les terroristes qui sont sortis et donc on ne peut pas les laisser, on doit filtrer ».
si même l'eau ne rentre pas. C'est très naïf de croire que... Et pour tout ça, c'est toujours la même excuse du méchant Hamas et du gentil Israël qui est victime. Mais est-ce que certains d'entre vous se sont demandé combien il y avait eu de morts israéliens depuis le 7 octobre? Ouais. Eh bien, officiellement, le 7 octobre, il y a eu 1200 morts. Et ça s'est appelé le plus grand pogrom depuis l'époque des nazis. Alors, petit à petit, on a appris qu'en fait, dans le total de 1200, il y avait beaucoup de militaires, presque la moitié. Et parmi les civils tués, il y avait environ la moitié ou plus qui avaient été tués par des tirs amis. Chars, hélicoptères, etc. Tout ça, maintenant, c'est dit, c'est prouvé. Voilà, c'est plus contestable. Ça a été très contesté. Donc, il y a énormément de personnes qui gardent dans la tête le discours qu'on leur avait imposé au début et qui a cristallisé. Donc, ils veulent pas le remettre en question. Ils ont l'impression que le remettre en question, c'est rentrer dans le discours des complotistes. Alors, c'est plus un discours complotiste, c'est un discours qui est validé, publié par le Haaretz, publié par toutes les grandes organisations. Il y a eu, ça c'est véritablement documenté, prouvé, et le type de destruction sur les voitures, etc., le type de balles, le type, tout ça c'est, voilà. Eh bien, depuis, il y a eu moins de 600 morts, uniquement des soldats, dont à peu près le quart sont morts aussi par des tirs amis, par des problèmes d'infection, de machin, puisqu'à des époques... tu vois, quand tu fais tout ce qui est totalement insalubre à Gaza, forcément, eux aussi, à un moment, doivent être en contact avec des choses qui sont pas forcément bien. Donc, quand on parle d'une résistance terrible du Hamas ou autre, de dizaines de milliers de soldats, on voit pas véritablement. Tu divises par le nombre de jours, 2 ans. Ça fait voilà 1 ou 2 tués et en plus les chiffres sont vraisemblablement tu vois un peu exagérés parce que c'est utile de dire qu'il y a des morts pour justifier d'avoir plus d'armes et d'être plus sévère. Il faut bien comprendre ça. Les gens qui se félicitent des chiffres des morts au sein de l'armée israélienne font le jeu d'Israël. Bertrand, on est dans une logique mortifère du côté d'Israël qu'on va approfondir là en fin de semaine. On doit mettre fin à l'émission parce que oui, donc oui, il faut que j'y aille. Oui, donc on se reparle au besoin peut-être en fin de journée si tu veux revenir. Ça va me faire plaisir. Donc, avec plaisir. On planifie ça à ton retour. Peut-être que tu vas avoir des invitations. On planifiera pas une heure exacte. Non, mais on peut dire 9 heures de Moscou, par exemple, ou 10 heures de Moscou. Là, je sais que je prendrai pas de rendez-vous. D'accord. Aux alentours de 8-9 heures de France, on va voir Bertrand. Mais il faut pas oublier, la dernière fois, on avait dit et on l'avait pas fait. Oui, ben là, on va le faire. Moi, je suis ici, là, je suis disponible toute la fin de semaine, Bertrand. Et d'un grand intérêt. Quand même, encore une fois, vous montrer, je sais pas si vous pouvez voir. Ah oui, on voit très bien. Très, très bien. C'est, franchement, sachez que c'est, voilà, il y a quelques villes comme ça dans le monde qui sont vibrantes, passionnantes. Alors là, ça a l'air très calme, mais si on refait les images tout à l'heure, vous verrez, ce sera plus agité. Vous voyez les petites péniches dont je vous parlais? Ah oui. Donc ça, c'est possible de louer pour des petits groupes parce qu'il y a un niveau de vie ici qui est très fort. J'ose pas vous parler du prix des chambres d'hôtel, etc. Qu'en fait, le monde entier vient ici pour faire du développement. Ils savent que l'avenir, c'est aussi la Russie, c'est la Chine, c'est les relations entre les deux pays. Et donc, il y a beaucoup de pays arabes qui ont des centaines de milliards à investir et qui investissent sans hésiter en Russie. Parce qu'en fait, ils ont des programmes d'éducation commune et ils comprennent que pour les générations à venir de leur pays, et c'est très, très important, il vaut mieux collaborer avec la Chine, avec la Russie, qu'avec l'Europe. Ah. Les gens dans les pays arabes, ils n'ont pas envie
d'avoir une explosion du nombre de gens qui veulent faire une transition de genre dans leur pays. Ah non. Ils sont très inquiets. Et donc, c'est pour ça que les Africains, les gens des pays arabes, d'Iran, etc., viennent ici parce que la Russie est véritablement le premier pays à avoir interdit ça. Et on sait tous ce que ça a coûté à la Russie et à Poutine. Le jour où Poutine a interdit LGBTQ+, il est vraiment devenu l'ennemi. C'est pas quand il faisait plein d'autres choses, ça gênait personne. Quand il a fait ce qu'il faut pour sauver le monde, alors là, il est devenu l'ennemi de gens qui veulent détruire le monde. Merci Bertrand. On se reparle aux alentours de 10h heure de Moscou, 21h heure de France. Ça va être un grand plaisir de t'écouter. J'ai plein de choses à te parler, entre autres du prisme gauche-droite dans lequel on veut nous mettre. On voit que ça n'a plus rien à voir avec le réel. J'ai bien hâte de te revoir cet après-midi. Merci Bertrand.